Unamur. Namur. Unamur. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Immersion sonore dans les métiers de l'université. C'est un nom qui est pas très beau, mais finalement c'est ce qui me définit le mieux au niveau de mon travail. Je suis un antiquiste, un spécialiste de l'Antiquité. Et voilà, et pour faire ce job, on n'a pas le choix. Vu qu'il nous reste pratiquement plus rien, je ne peux pas me permettre le luxe de laisser une source de côté. Et donc on est amené à se frotter à différentes disciplines, c'est-à-dire que l'Antiquité c'est un grand ciel noir, où on ne voit rien. Et tout ce qu'on a, ce sont des petits points de lumière. Et ce qu'on essaye de faire, nous historiens de l'Antiquité, au moment où on écrit, c'est de tracer les constellations, si tu veux, et de voir à quoi ça peut ressembler. Et voilà à quoi on joue. Et histoire, en grec, ça vient du mot grec historié. Et historié, en grec, ça veut dire enquête. Pierre Hassenmacher, philologue et professeur de latin à l'UNAMUR. Et voilà, donc ici on est devant Saint-Aubin et j'ai eu l'idée de t'amener ici parce qu'on va aller voir un endroit de la cathédrale de Saint-Aubin que pas grand monde connaît, et un endroit qui moi m'intéresse parce que vu que je suis prof de latin ici à l'université de Namur, ça me concerne aussi en partie en réalité, donc on va aller voir ça de plus près. Allez. Donc là, on pénètre dans une zone dont je ne suis jamais certain qu'elle est accessible au public. Et donc voilà le maître-autel dédié à la Regina Pacis, donc à la reine de la paix. Et puis on passe derrière. Et voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ceci. C'est une stèle funéraire, a priori, placée derrière le maître-autel, donc invisible depuis l'église elle-même. Et voilà, tu as un texte en latin de plus de 10 lignes, et qui commence par les lettres D-O-M-S. Et ça veut dire Deo Optimo Maximo Sacrum. Donc objet consacré à Dieu, très bon, très grand. Et puis un texte latin qui suit avec pas mal d'abréviations qu'il faut décrypter. Serenissimo Principi Ioanni Austriaco. Donc au Sérénissime, prince Jean d'Autriche. Et on dit qui c'est? Domini Caroli Quinti Imperatoris Filio, fils de l'empereur Carolus Quintus, c'est Charles Quint en fait. Post Mauros in Betica rebellantes subjugatos, après avoir mis sous le joug. Tu vois, le latin c'est une langue très imagée en réalité. Nous on dirait après avoir vaincu ou dominé. Le latin, il dit après avoir placé le joug sur la nuque de quelqu'un. Le latin, c'est une langue très concrète. Au départ, les Romains, c'est un peuple de paysans, en fait. Et le vocabulaire latin n'a jamais oublié cette origine-là. Le boulot d'historien, c'est on met les mains dans le moteur. Et en fait, tout à fait concrètement, ça veut dire, tiens, le texte que je lis, quel est son degré d'authenticité? Et ça commence par là. Parce que parfois, un mot change la donne. Là, c'est le travail du philologue, mais le travail de l'historien ne peut pas s'en passer. Et voilà, ça, c'est un peu le laboratoire de l'historien de l'Antiquité, c'est celui-là. On n'a pas d'éprouvettes, on n'a pas de blouse blanche non plus, on a nos textes, et on a ce qu'on appelle dans le jargon l'apparat critique, c'est-à-dire dans le bas de la page, on a la liste, les petites notes, tout est dans les notes dans notre boulot. Bonjour. On lisait la belle inscription latine. Non, j'ai tout entendu travailler. Ouais. J'ai entendu du bruit. Oui, j'espère que ça ne pose pas trop de problèmes. Parce que... le temps, je me dis, j'ai une visite guidée, ça prend du temps. Non. Je vais quand même aller jeter un coup d'œil, me faire quand même une idée de savoir qui c'est. Okay, non, mais il n'y a pas de problème, merci. Et donc, Turcarumque maximam classem apud patras eoduque funditus fugatam deletamque. Cum in Belgio prorege magueret. Après avoir mis en fuite et anéanti la très grande flotte des Turcs à Patras sous la direction de ce chef Eoduque, alors qu'il faisait office de vice-roi in Belgio. Et
Là, on rentre vraiment dans la référence locale. Incastris bugianis continua febre, in ipso juventutis flore sublato. Il a été emporté dans la fleur même de sa jeunesse par une fièvre persistante dans le camp de... Et tu trouveras jamais l'adjectif bugianus dans aucun dictionnaire latin. Pourquoi ? Parce que bugianus, ça a été créé de toute pièce pour renvoyer un toponyme que nous, Namurois, on connaît bien, c'est Bouge. Et donc voilà, ici on est à Namur, moi je suis petit prof de latin à Namur, et je lis une inscription latine qui me renvoie à la grande histoire européenne et qui me fait franchir pratiquement d'un bond le continent jusqu'en Espagne, jusqu'à Madrid. Post moros in betica revelantes, ubiucatos, torcarumque maximam classem, apud patras euduce funitus sugatam, deletemque. Cum in Belgio prorege mageret, in castris bugianis continua febre, in ipso juventutis flore sublato. Dans ce vocabulaire qu'on vient de lire là, on est dans une inscription qui est datée, tu vois, de 1578. C'est un latin, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire c'est un latin qui aurait pu avoir pratiquement été écrit pendant l'Antiquité. Et ça illustre quelque chose qui moi me fascine et que je creuse, que j'investigue dans mes recherches. C'est justement l'élaboration du vocabulaire politique et la permanence du vocabulaire politique, parce que le latin, ça a été pendant des siècles, déjà dans l'Empire romain, et puis encore bien après, ça a été la langue du pouvoir, une des langues privilégiées que choisissait un pouvoir pour se mettre en scène. Et donc quand je lis ça, je lis des événements du XVIe siècle, mais dans les mots, je retrouve pratiquement comme des citations, des formules qui ont été forgées à l'époque que moi j'étudie dans mes travaux. C'est l'Antiquité, c'est la fin de la République romaine, 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est le début de l'Empire romain, 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc voilà, un millénaire et demi plus tard, on reprenait les formules du pouvoir parce que parler latin et utiliser ces formules latines qui ont été forgées à propos des empereurs romains, c'est une façon de montrer qu'on est dans la ligne droite, dans la continuité, qu'on est les successeurs d'une certaine manière de l'Empire romain. Et ils jouaient continuellement avec ça. Et puis plus près de nous, il y a ce à la 4e ligne, là, tu vois, Duce, voilà. Il y a à peine 100 ans, on a encore quelqu'un qui en Italie s'est fait appeler Duce et qui a restauré, d'ailleurs, dans l'Italie fasciste, qui a restauré un empire romain. Et voilà, c'est Mussolini, pour montrer que c'est pas mort. Et c'est tellement pas mort que, malheureusement, on est bien placé pour savoir, aujourd'hui, en novembre 2016, que ces grands chefs qui se présentent comme des hommes providentiels et comme des guides, c'est la première valeur du mot dux, c'est celui qui guide. On est bien placé pour savoir que ces gens-là, ils n'ont pas dit leur dernier mot, et que c'est peut-être pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à ce vocabulaire-là, c'est pour démonter la rhétorique du pouvoir, en fait, et donc pour pouvoir la critiquer, et pouvoir ne pas rester prisonnier de ces formules, de ces grands slogans, et d'arriver à décrypter et de savoir que ça s'est déjà fait avant, et puis peut-être de regarder ce que ça a donné avant, et puis alors on devient prudent ou bien pessimiste, ça dépend. Sono passati 9 anni da quando l'Italia fascista a Londra pose il problema delle riparazioni. C'est marrant parce que ça permet de comprendre plein de choses, et puis ça permet de voir aussi comment on a oublié la signification de certaines choses, parce que justement c'est devenu des choses absolument banales, on utilise ça sans vraiment plus y penser. Prenons le mot fascisme par exemple. Fascisme, ça vient de fasci en italien, en latin fasces, les faisceaux. C'est quoi les faisceaux ? C'est des baguettes. Ça symbolise en fait le pouvoir qu'avaient les consuls de rendre la justice, c'est-à-dire les baguettes servaient à flageller quelqu'un pour un crime, pour châtier un crime, disons, mineur, ou bien à décapiter. Et Mussolini a repris ce symbole-là qu'on trouve sur une quantité de monuments romains, qu'on trouve aussi sur des monuments de la Renaissance, comme motif décoratif, ou bien comme motif symbolique du pouvoir, justement. Et lui, il l'a repris, et c'est devenu le symbole du régime qu'on sait. Et alors, c'est pour ça que ce régime s'est appelé fascisme, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on frissonne un peu à chaque fois qu'on s'indigne, chaque fois qu'on entend le mot fasciste. Mais ce mot n'a jamais été autant galvaudé, parce que bien sûr, il a acquis une dimension nouvelle qu'on ne peut plus oublier, mais il faut se souvenir d'où ça vient en fait. Et je pense que c'est utile d'être conscient de la façon dont une référence historique peut être instrumentalisée. Là aussi, il y a d'autres. Oui, toute
Et en fait, toute la frise est parcourue d'une inscription latine, bien sûr. Tu vois cette inscription où il y a des lettres plus grandes écrites en rouge. Ah oui, oui. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un chronogramme. C'est-à-dire que ces lettres, mises en évidence par leur taille et leur couleur, sont en fait des chiffres romains. Et que je pense que si on fait le compte de tout ça, on devrait arriver à une date importante pour l'histoire de l'Église, que sache peut-être cette date de 1751 qu'on voit là, et qui est l'année, si je ne m'abuse, de l'inauguration de l'église, de la cathédrale Saint-Aubin comme on la connaît aujourd'hui, donc dans son état baroque. Et là, je vois Corda ac Monia, Praeclarae Sacrat, SPQ, SPQN. Ça, c'est la formule. Bah voilà, on parlait de permanence des formules, voilà un bel exemple. SPQN, Senatus Populusque Namurcensis. Le Sénat est le peuple de Namur. En fait, c'est une reprise de la fameuse formule SPQR, c'est le Sénat est le peuple de Rome, reprise pour Namur, c'est-à-dire les autorités de la ville de Namur. Voilà un petit peu comment, et disons les pensées qui m'obsèdent même de façon de plus en plus forte. Voilà. Ah, très bien. C'est ça, le mot. Du coup, j'imagine que tu dois, dans la ville même aussi, chercher d'autres... Oui, mais c'est un peu, la moisson est un peu décevante. Namur n'est pas la ville la plus latine que je connaisse, si je puis dire. Non, j'ai pas vu beaucoup d'inscriptions. Et puis à côté des mots, il y a les images. Donc, je te présente Lucius Cornelius Sulla, donc celui que nous appelons Sylla. Et donc c'est à lui que j'ai consacré mes journées et pas mal de nuits à l'époque de ma thèse. C'est un homme politique romain. On est donc début 1er siècle avant Jésus-Christ. Et étudier Sylla, c'est se confronter à un personnage qui a donné des impulsions, qui a été à l'origine d'évolutions historiques. C'est le premier à marcher sur Rome à la tête de son armée et à prendre Rome par les armes, et il sera suivi par d'autres, on pense à Jules César notamment. Il est le premier à inscrire son titre de général sur une monnaie, et généralement on nous présente Sylla sous les traits de ce portrait. Donc visage très dur, farouche, la commissure des lèvres qui exprime une sorte de cruauté, ou en tout cas de la détermination, un regard ardent, tourné vers le ciel plutôt. Et on nous dit qu'il s'agit de Sylla. En réalité, il n'y a rien qui le prouve. Et la seule image qui nous donne une idée des traits réels, authentiques de Lucius Cornelius Sylla, tu la vois ici. Cette image, en fait, c'est ce qu'on appelle un type monétaire. C'est l'image et l'inscription qui ornent une face d'une monnaie. Et donc ici, sur cette monnaie, on voit un portrait de profil accompagné de quelques lettres. Sulla, cos. Sylla, consul. Alors, il faut faire attention, il faut se méfier des images monétaires, il faut savoir les interpréter correctement. A priori, on se dirait, voilà une monnaie qui a été frappée par Sylla à l'époque où il était consul, et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que cette monnaie, c'est une monnaie qui a été frappée par son petit-fils. Et c'est une monnaie qui commémore, en réalité, le consulat de Sylla. Et c'est cette petite image-là qui nous donne le seul portrait absolument assuré de Sylla. C'est la seule image où je peux dire avec certitude, voilà à quoi devait ressembler ce fameux Sylla. Et donc voilà un petit exemple de ce que peuvent nous apprendre les monnaies. Et je me suis intéressé pendant mes années de thèse aux monnaies que Sylla avait frappées lui-même. Et ces monnaies, elles m'ont beaucoup intéressé, parce que c'était un document contemporain de l'époque, et c'était un document conçu par Sylla, ou disons par son état-major. Et donc je me suis
J'ai passé des mois à regarder ces monnaies et à essayer de comprendre déjà quand elles avaient été frappées. Alors, c'est des opérations fascinantes, mais c'est extrêmement compliqué. Donc je passe désormais pour un hérétique complet aux yeux de la communauté des numismates, puisque j'ai proposé une nouvelle datation pour ces monnaies, qui me semble mieux tenir compte de tous ces paramètres. Et pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas encore universellement accepté. Donc voilà, ça discute. Mais voilà, moi je pense qu'il y a des choses intéressantes. Je prétends pas que j'ai raison, mais je prétends avoir mis en lumière certains éléments qui avaient peut-être été négligés. Donc voilà, le premier bilan, après 10 ans de publication, ce serait de dire, bah oui, en fait, j'ai plutôt jeté le doute plutôt qu'établi des certitudes. Et voilà, donc moi j'écris en fait cette espèce de roman, si tu veux, sur la base des quelques sources, des quelques pierres que j'ai pour traverser le gué, disons ça comme ça. En sautant d'une pierre à l'autre, j'essaye de décrire ce roman vraisemblable. Ok, ça a pu se passer comme ça. En tout cas, voilà différents éléments qui me suggèrent que cette interprétation, cette reconstruction est plausible, que ça peut marcher. Et puis après, voilà, je prétends pas que c'est vrai. Et donc finalement, oui, je pense que je ne prendrais pas forcément comme critique si un jour quelqu'un me disait « Mais monsieur, vous avez écrit un beau roman, rien de plus ». Je serais déjà très content avec ça. Mais c'est grisant, c'est grisant. Ouais, ça c'est un boulot fascinant.